Bonjour, bonjour, bonjour. Je recommence, hein, j'ai toutes les difficultés au monde en ce moment. Je vais tester le son. Est-ce que vous m'entendez? Pardon, dites-moi si vous m'entendez. Je teste d'abord le son. Je vais tester le son. Est-ce que vous m'entendez? Bon, voilà, c'est bon. Je pense que le son est bon. Euh, je fais rapidement un petit tour de partage. Les gars, j'ai perdu mes lunettes. J'ai perdu mes lunettes de vue. Mon deuxième téléphone, il n'y a pas de... Ça ne me prend pas Internet ici, je ne sais pas pourquoi. J'arrive à rien faire avec ça. Donc, je vais partager, mais j'arrive pas. Regardez, ça n'arrive pas. Donc, du coup, on va juste parler, hein, parce que moi, je ne peux pas partager, je ne peux rien faire, je ne peux même pas jouer la musique. Alors que je voulais qu'on s'amuse un tout petit peu aujourd'hui avec, il y avait quoi avant. Mais on ne pourra pas. C'est quand je serai à Londres que on va faire les bonnes choses. Bonjour Michel Tchatchouan, bonjour Yannick, bonjour, 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 bonjour. Pardon, partager parce que moi je peux pas. Je vais vous donner l'expérience de ce que j'ai vécu dans l'arène de combat. Hein, parce qu'il faut vraiment que quelqu'un qui était là-bas vous dise ce qui s'est passé. Donc partager, on va essayer. La connexion n'est pas top hein, là où je suis. La connexion n'est pas top pour un live, mais on va se débrouiller. Et comme je suis encore dans mes dangwa, je n'ai pas le choix. Un instant, je vais chercher de l'eau. Bon, j'ai juste pris un peu d'eau, une canette de coca. Je ne sais pas ce que je vais boire là tout de suite. Bonjour. Alors, Jadel Koulibaly, bonjour. Alors, je vais vous donner mon expérience, hein, mon vécu. La lumière n'est pas très bonne. Voici la lumière ici. Donc, quand je mets en face de la lumière, c'est un peu mieux. La lumière n'est pas très bonne là où je suis là. Ouais, non. Là, je suis en face de la lumière et c'est un peu mieux. Donc, je pense que je vais mettre mon truc pour arrêter le téléphone ici. C'est un peu mieux à ce niveau-ci. Je suis encore dehors. Donc, du coup, c'est pas top. La lumière. Là, même, il fait jour. L'autre jour, je faisais le live dans la nuit. C'était complètement noir. Bon, là, je pense que ça va se faire comme ça. C'est mieux comme ça, non? Voilà, là, c'est mieux, je pense. Donc, je voulais vous donner un peu mon vécu par rapport à... Bonjour, Diane. Bonjour, Jardel. On dit slow connection. Je ne sais pas pour vous comment le live est en train de se passer. Bon, donc je disais que je vais vous donner mon vécu par rapport au combat de Francis. Hein. Ce qui s'est passé dans l'arène, ce que j'ai vu, puisque j'étais assez proche des acteurs. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Donc, déjà, je vous donne un peu de mon expérience. Oui, je vais rentrer. Rentre. Que je rentre, non? Qui rentre? Qui rentre? Qui rentre, n'est-ce pas? Qui rentre, n'est-ce pas? Je vais rentrer. Donc, les gens qui m'insultent dents caramélisées, voici ce qui caramélise mes dents. Anyway, donc parlons alors. Donc, je suis arrivée en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pays développé, hein, mais qui conserve son identité, qui est très traditionnelle en ce qui concerne sa culture islamique. Donc, oui, pour ceux qui y sont déjà allés, c'était pour une femme noire que je suis, pour la femme noire que je suis, africaine, c'était une expérience que je qualifierais de bizarre. Mais bon,
C'est ainsi, malheureusement. Mais maintenant, en ce qui concerne... Non, non, je n'avais pas de soucis. Hein, j'étais bien logée. J'étais logée dans un appartement très bien meublé et tout. Sauf que le fait que je sois une femme, que je ne sois pas voilée et que je sois noire, m'a fait avoir quelques petites difficultés en tout cas. Bon, maintenant, en ce qui concerne le combat maintenant, quand j'arrive, parce que quand j'arrive à Riyad, je suis arrivée à Riyad le jour du combat, hein, je suis arrivée vendredi. Je suis directement allée à mon appartement qui avait déjà été réservé. Donc, on m'avait réservé un appartement, je suis arrivée. Puisque j'étais très fatiguée, j'ai dormi. J'ai dormi parce que j'avais fait un long vol quand même hein, pour arriver à Riyad pour le combat. J'ai dormi. Je me suis réveillée vers 20 heures. 20 heures, je me lave. Je n'ai même pas mangé parce que il y avait un problème de communication entre l'hôtel et moi. Les gens de l'hôtel, la réception, ils ne parlaient pas anglais. Donc, du coup, je n'arrivais pas à me faire comprendre. Donc, du coup, je n'ai pas mangé à l'hôtel. À 20 heures, je me suis donc apprêtée et je suis sortie. Je suis directement partie à l'Arena. Parce que le combat se passait à l'Arena, au Kingdom Arena, à Riyad. Je suis allée au Kingdom Arena, je suis arrivée un peu tôt. Il y avait les petits combats là, non, avant le grand combat. Il y avait les les bidi combats là. Donc, je suis arrivée, j'ai mangé. Il y avait les espaces pour manger qui ont été aménagés. J'ai mangé. J'ai un peu traîné là dans la cour avec tous les autres invités. Il y avait la grande cour et il y avait la cour des VIP. Donc, en tout cas, je me suis un peu baladée là. Et puis maintenant, de temps en temps, je partais regarder un petit combat, puis je ressortais. Parce qu'on s'ennuyait, quoi. On attendait le grand combat. Il y avait les petits combats qui passaient là. Donc, à l'heure du grand combat, alors, tout le monde est entré. Maman, la salle était pleine. Déjà, c'est une salle qui a une capacité de, je crois, 30 000. Hein? Je crois 30 000. Elle était pleine à craquer. Je vous jure, nous les Camerounais, je ne sais pas ce qu'il faudra pour qu'on change. Le Camerounais ne mesure pas la dimension de sa star quand il est au Cameroun. Je vous assure que Nganou, Francis Nganou, ce garçon est adoré à l'étranger. Je dis bien adoré. Adoré à l'étranger. Tout le monde ne parlait que de lui. Donc, dès qu'on voyait, parce que comme on sait qu'on est noir, dès qu'on voyait, c'est vrai que Anthony Joshua aussi est noir, mais quand on voyait un noir là, et puis bon, je portais le maillot du Cameroun, hein, ça il faut le dire. Je suis partie en mode patriote, je ne suis pas partie m'amuser, je suis partie soutenir mon pays. Donc quand on me voyait avec mon verre rouge, on savait que c'était le Cameroun, on savait que c'était Nganou. J'ai vu des gens venir de très loin et de pays différents pour venir soutenir Francis. J'ai vu des gens venir des 4 continents, des 5 continents pour venir soutenir Francis. Ce gars a une dimension que je ne sais pas si nous-mêmes on réalise. Qu'après lui, c'est vrai qu'on ne dit jamais qu'il n'y aura jamais. On prie et on doit travailler pour qu'on ait des stars dans la boxe plus grandes que Nganou. Qu'on ait un champion du monde de boxe, pourquoi pas? On doit travailler là-dessus. Mais pour le moment, nous avons Francis Nganou et nous devons mesurer la grandeur de ce garçon. Surtout, c'est à respecter parce que il a fait de sa propre main. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui n'est pas allé dans une école de boxe. Il n'est pas allé. Il a fait l'école de MMA de Fernand Lopez et vraiment, nous lui sommes reconnaissants pour ça. Fernand l'a formé. Mais Francis est un self-made man. C'est quelqu'un qui a su trouver son chemin dans le monde de la boxe et du business. Ceci étant dit, quand on parle des valeurs intrinsèques de Francis, hein, nous tous on les connaît, mais on sait que Francis est un combattant redoutable. C'est un combattant redoutable. Sauf que pour ce combat-ci, il n'y avait pas l'énergie. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo qui a circulé. Vous vous rappelez, avant le combat contre Tyson Fury,
toute la toile était en transe pour Francis Ngannou. Et que tout le monde faisait les posts. Surtout que Tyson Fury l'avait tellement insulté, tellement méprisé, tellement minimisé, que ça a créé un sursaut de révolte chez nous. On s'est dit que, mais lui, il est qui pour insulter notre gars comme ça? Donc, du coup, on avait un instinct protecteur envers Francis. Moi, c'est ce que j'avais ressenti. En tout cas, hein, quand Tyson Fury l'insultait, le minimisait, lui disait qu'il va le finir en une bouchée. Donc, ça nous a révoltés. Et il avait le soutien donc populaire qui l'accompagnait. Il avait ce soutien. Ça a créé un engouement. Ça a fait à ce que Mike Tyson s'est intéressé à ce combat. Mike Tyson a dit que bon, moi je vais me mettre à côté de ce garçon et je vais voir comment tu vas le battre. Donc ça a suscité, même dans les médias, on en parlait. Oh, ce combat-ci même n'était pas très médiatisé. Il n'était pas médiatisé parce que le peuple derrière n'a pas fait la promotion, la pub, le buzz de ce combat. Le peuple n'a pas fait le buzz de ce combat. Oh, le dernier combat, le peuple avait fait un buzz et ça, c'était partout. C'est le peuple qui a donné de l'ébullition à ce combat. Et Francis sentait cette énergie-là. Francis ressentait cette force qui venait de son peuple. Et c'est pour ça qu'il est parti là-bas avec un autre mindset. Quand Francis arrive à Riyad pour son premier combat, même si on dit que oui, c'était déjà arrangé et que comme la boxe voulait redorer son blason, il fallait que Francis vienne comme... Voilà, même si on le dit, et c'est vrai, je ne dirais pas que c'est faux. La boxe anglaise avait perdu de son gloss, quoi. La boxe anglaise n'intéressait plus les gens. Et il fallait donc créer quelque chose pour réanimer cette attraction pour la boxe anglaise. Et il arrive qu'à ce moment-là, Francis Ngannou est en train de faire le buzz parce que il est champion du monde de MMA et il rompt son contrat aux États-Unis. Il fait quelque chose d'extra que personne n'avait jamais osé. Le monde du cinéma s'intéresse à lui et tout. Donc, on se dit, tiens, ce monsieur-là qui commence à attirer l'attention, pourquoi ne pas le prendre? Et comme il a le capital sympathie, les gens l'aiment parce qu'il est humble, il vient d'un background très pauvre, son histoire émeut. Pourquoi ne pas le prendre pour réanimer cet intérêt pour la boxe anglaise? Et c'est ce qui s'est fait. Et Francis le sait, tout le monde le sait. Sauf que quand Francis arrive à Riyad contre Tyson Fury, Francis n'a presque pas respecté le contrat. Parce que le contrat n'était pas qu'il batte Tyson Fury. Mais comme c'est un compétiteur, comme c'est un homme qui n'aime pas la défaite, et comme il n'avait jamais combattu à ce niveau, il s'est donné à fond. Et il a donné un bon match à Tyson Fury. Il a même battu Tyson Fury. Tout le monde l'a reconnu. Donc, quand Francis va à ce combat contre Tyson Fury, son mindset est différent. Il va pour conquérir le monde. Il va pour se faire un nom. Il va pour... Voilà, il a une opportunité que peut-être il n'aura plus jamais de combattre le champion du monde en titre. Et il le fait très bien. Sauf que, comme vous le savez, dans le sport, comme dans toute chose, dans le sport, il y a deux éléments. Il y a la préparation physique qui compte. Et il y a la préparation psychologique qui compte. Le physique et le mental dans le sport, c'est 50-50%. Vous allez trouver un joueur qui est en très bonne forme physique, mais qui peut faire un mauvais match. Simplement parce que dans la tête, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui l'inquiète, il n'est pas au top mentalement. C'est pour ça que dans tous les sports, il y a ce qu'on appelle la préparation psychologique. Et dans la performance, l'état d'esprit d'un joueur, d'un compétiteur, le public compte énormément. Quand je dis le public, je veux dire les soutiens. Les soutiens comptent énormément. C'est pour ça que quand je vois les gens qui disent que laissez Ngannou, il n'a pas besoin du peuple. Il était arrivé seul, il peut continuer seul. Mais non. Même si Ngannou est arrivé au sommet seul, pour se maintenir au sommet, il ne peut plus fonctionner comme quelqu'un qui débute. Est-ce que vous comprenez ça? Admettons, Ngannou est arrivé au sommet seul. Il n'avait pas le peuple, il n'avait personne. Mais pour se maintenir au sommet, il a besoin de ce qu'il n'avait pas avant. Quand vous voyez un garçon comme Anthony Joshua
vient de reconquérir le monde. Et Anthony Joshua, c'est un garçon que tout le monde adore, c'est-à-dire que même si on dit qu'on n'aime pas les Noirs et tout ça, et tout le monde sait, je suis anglaise, je vis en Grande-Bretagne, je sais ce que c'est. Ce que Anthony Joshua a vécu, Lewis Hamilton l'a vécu. Ça veut dire que quand vous êtes un compétiteur noir, pour qu'on vous reconnaisse, il faudrait que vous soyez, qu'on n'ait pas trouvé un blanc qui soit au même niveau que vous. Pour Lewis Hamilton, ils avaient tout fait pour élever Jenson Button, pour que Jenson Button devienne le plus grand conducteur de Formule 1. Mais Jenson Button n'avait pas le talent de Lewis Hamilton. Ils étaient obligés, je dis obligés de... Ils ont tout fait pour tuer ce garçon. Lewis Hamilton, ils ont tout fait. Ils ont mené des campagnes de sabotage. Ils ont envoyé les femmes. Ils ont tout fait. Et vous savez comment ça se passe dans le monde du business. Mike Tyson a été victime, étant le plus grand boxeur au monde. Quand on n'a pas pu le battre sur le ring, c'est la femme qu'on a envoyée. C'est la femme qu'on a envoyée. Et il a fait la prison. Donc, ce garçon Joshua, si c'est quand ils ont trouvé Fury, parce que Joshua était là avant Fury, Joshua était champion avant Fury. Quand ils ont trouvé Fury, comme il est blanc, on a mis tout l'argent, toute la publicité, tous les moyens sur Fury. Mais quand vous regardez le niveau de boxe des deux, Tyson Fury ne vaut pas, je dis bien Tyson Fury ne vaut pas le petit, comment il s'appelle, mon fils ici, Anthony Joshua. Tyson Fury ne vaut pas Joshua. Je dis même sur le plan technique. Joshua, c'est un combattant. Il a d'abord la technique. Anthony Joshua, c'est quelqu'un qui a commencé à faire la boxe à 7 ans. Il était encore tout petit. Il a grandi dans la boxe. Oui, Tyson Fury aussi, vous allez me dire, le père de Tyson Fury, même un ancien boxeur. Mais Tyson Fury n'a pas le niveau de technicité de Anthony Joshua. Anthony Joshua est aussi très, très puissant. Très, très, très puissant. Très puissant. Je dis bien, ce garçon est très puissant. Et il a l'avantage que c'est quelqu'un qui est focus. C'est un garçon qui ne fait pas le bruit. C'est un garçon qui n'est pas dans le match vu, qui n'est pas dans les grosses déclarations, qui ne fait pas les gimmicks comme Tyson Fury. Non, il est concentré. Donc, je reviens sur Ngannou. Je dis valeur intrinsèque de Ngannou. Ngannou est un... On sait, Ngannou a le coup de poing le plus puissant au monde. Tout le monde le sait. Ça, c'est un fait. Personne ne discute ça. Le coup de poing de Ngannou est plus puissant que le coup de poing de Anthony Joshua. Tout le monde le sait. Mais ce que j'ai vu dans cette arène, je vous jure, je pouvais m'écrouler. J'ai pleuré jusqu'à... Je me demande comment la mère de Francis fait pour supporter ça. C'est d'ailleurs pour ça que la mère de Anthony Joshua ne l'accompagne plus. Hein? La mère d'Anthony Joshua était venue à son combat une fois. Elle a vu comment on a dosé son fils. Elle ne pouvait pas supporter. Elle ne vient plus. Et pourtant, sa maman était toujours avec lui. La mère de Ngannou, j'ai eu pitié de cette femme. Parce que moi qui ne suis pas sa mère biologique, j'ai ressenti de la douleur. Quand j'ai vu ce garçon, la façon dont il est tombé, on ne fabrique pas cette façon. Tu ne peux pas faire semblant et tomber comme il est tombé là. Ça n'allait pas. J'ai vu Ngannou les yeux tourner comme ça. Ngannou est tombé, il s'est écroulé. J'ai pensé directement à Marc-Vivien Fouet. La façon dont il s'est écroulé, les mains étaient en l'air comme ça là. Il est resté au sol pendant longtemps. J'ai commencé à pleurer. Je me disais que voici le même épisode qu'on a vécu avec Marc-Vivien Fouet. Je vais vivre, donc je vais voir mon enfant mourir en direct comme ça. Quand le gars là est tombé, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Les gens sont venus autour de moi pour m'attendre. Je criais, je pleurais. Je pleurais. Et les gens s'asseyent là dans la toile et disent que c'est le cinéma, c'est le cinéma. Admettons même que Ngannou ait pris l'argent. En fait, c'est une partie de son contrat. Hein. Son contrat, c'était qu'il gagne, qu'il perde. Avant toute chose, il a 20 millions de dollars. C'est son contrat. Pourquoi Ngannou ne peut pas aussi aspirer à avoir 50 millions de dollars? Donc, vous pensez vraiment que, étant un compétiteur de ce niveau, Ngannou va accepter de perdre presque sa vie
Parce il est allé à l'hôpital après le combat. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas pu me filmer avec lui. Après le combat, après la conférence de presse, on l'a amené à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Ce que j'ai vu de mes yeux, on ne fait pas semblant. Le coup de poing là est entré en plein dans son visage. On ne fait pas ça. Mais imaginez que vous recevez un coup de poing en plein visage qui pèse 1000 kilos. Je dis que la vélocité du coup de poing de ce garçon, quand il envoie comme ça, zang, il est gaucher, hein? Il est gaucher. Il est gaucher. Quand il envoie, zang, ça fait 1000 kilos. En plein visage, même si tu es King Kong. Même si tu es King Kong. Quand il a reçu ce premier coup, il est tombé. J'ai compris que c'était fini. Parce que même s'il revenait, mentalement, il était déjà affaibli, il était déjà touché. C'est-à-dire que Ngannou ne s'attendait pas à ce qui lui arrivait. Il ne s'y attendait pas. Et c'est là où on a vu le manque de technique parce qu'il ne protégeait pas son visage. Contre Tyson Fury, voici ce qui s'est passé. Tyson Fury est plus grand de taille que Ngannou. Tyson Fury est plus grand de taille que Ngannou. Donc pour que Tyson Fury atteigne le visage, parce qu'il va frapper, ça va toucher le sommet de la tête. Donc Ngannou pouvait se baisser et protéger son visage contre Tyson Fury. Mais Joshua a presque la même taille que lui. Ngannou dépasse Joshua de quelques centimètres seulement. Joshua a presque la même taille. Et quand ce gars qui a la technique te donne un, et si ça te prend au visage, en boxe, la première règle, en boxe anglaise, première règle, éviter de prendre les coups sur le visage. Première règle. C'est là où on comprend qu'un gars n'a pas fait ses classes. Je dis, première règle en boxe, ne prends pas de coups de poing dans le visage. Tu peux les prendre au corps parce que tu travailles tes muscles, tes abdos. D'ailleurs, vous-même, vous voyez la vidéo de Ngannou, là, il prend les coups de poing au ventre. Tu peux prendre les coups de poing dans ton corps, ça compte moins et ça fait moins mal. Les coups de poing au visage, en boxe, ça ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que ça touche directement le cerveau. Le cerveau, imaginez que votre cerveau reçoit une décharge de 1000 kilos. Bom, bom, ça secoue le cerveau dans la cage crânienne. Quand la personne reçoit ça, vous voyez même ses yeux commencent à... Il est hagard, il a le regard hagard. Parce que son cerveau a été secoué, son cerveau a reçu une masse de 1000 kilos. Et les gens s'asseyent et disent que hey, il est tombé pour prendre. Il n'est pas tombé, il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Il a pris 3 coups de poing, 3 en plein visage. Bam, premier. Il a vu les étoiles, il ne savait même plus là où il était. Deuxième coup de poing, j'ai vu le gars ramper au sol. Il rampait. Il est même seulement fort pour s'être relevé. Troisième pape, il est parti. Ça n'allait plus. Et Joshua lui-même était conscient de ça. Anthony Joshua était conscient. C'est pour ça qu'il n'a pas célébré. Il était conscient du fait qu'il a fait très très mal à ce monsieur. Ce qui est son grand frère. Anthony Joshua était conscient de ça. Il ne pouvait pas l'humilier. Il ne pouvait pas jubiler. Il pouvait bien, si c'était Fury allait l'insulter. Fury allait dire que vous avez dit que c'est un singe. Il ne peut rien faire ici. Je vous avais dit. Mais non. Ce garçon a été, je pense que lui-même, il a vu la gravité de la situation. Je vous assure que ce garçon a risqué sa vie. Ce garçon a risqué sa vie. Mais maintenant, en ce qui me concerne, ce que je vais lui dire, c'est que il est allé trop vite en besogne. Et je sais pourquoi il est allé trop vite. Il est allé trop vite parce que il est conscient de ce qu'il a 37 ans. La carrière sportive ne dure pas. Il a 37 ans. Il sait que s'il veut arriver au sommet, s'il faut, surtout en boxe anglaise, il faut faire ses classes. Et il n'a plus le temps de faire ses classes. Donc, il est parti directement pour le sommet en espérant que sa puissance allait l'aider. Sauf que la boxe anglaise, c'est aussi d'abord la technique. Ngannou ne bouge pas sur le ring. Un gars comme Joshua, il bouge. Il bouge. Ngannou est statique, il ne bouge pas. Donc, mais le risque que Ngannou prenait en le faisant, il était conscient des risques. Le risque que Ngannou prenait, c'était que il allait se faire humilier. Et il s'est fait humilier. Maintenant, qu'est-ce qu'il envisage pour la suite de sa carrière? Parce que pour avoir un autre combat
d'envergure dans le monde de la boxe, ce sera plus possible. Ce sera difficile, quoi. Pas possible. On ne dit jamais que c'est impossible. Ce sera difficile parce que sa réputation vient d'être sérieusement entachée en ce qui concerne la boxe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Est-ce qu'il va retourner en MMA? Comment est-ce qu'il sera accueilli encore en MMA? Moi, j'aurais vu Ngannou, et si j'étais proche de lui, si je pouvais le conseiller, j'allais lui dire que après le combat avec Tyson Fury, il devait prendre une pause pour réfléchir sur la suite. Je pense que les organisateurs de boxe ont précipité ce match avec Joshua parce qu'il fallait redorer. L'image de la boxe a été sérieusement écornée. Et il a accepté. Il a accepté parce qu'il était naïf. Il a accepté parce que peut-être il miroitait l'argent, mais il a été très naïf. Il a été naïf parce que dans le monde de la boxe, c'est un monde très cynique. C'est un monde qui ne pardonne pas. On te broie facilement dans le monde de la boxe. Donc, maintenant, s'il veut... Moi, j'aurais imaginé Ngannou terminer sa carrière dans le cinéma, par exemple, ou alors dans la mode, parce qu'il est très élégant. C'est un garçon qui a de la stature, de la prestance. Quand Ngannou passe, il a une aura, il a une énergie, il a quelque chose. Il est très élégant. Il est très, très élégant. Il peut faire dans la mode s'il le veut. Il est bien formé, il a la taille. Il est très, très, très beau comme homme. C'est un bel homme. Sauf que maintenant, est-ce qu'il aura ces opportunités? Parce que les opportunités se présentent en fonction de l'aura qui accompagne le compétiteur. Les gens viennent vers vous parce que vous avez cette mystique, cette image, cette énigme qui vous accompagne. Donc, quand dans l'imaginaire de tout le monde, Ngannou était l'homme le plus fort, Ngannou était le prédateur, ça attirait les sponsors, ça attirait les partenaires, ça attirait les gens qui voulaient travailler avec lui. L'image que le monde a de lui en ce moment est l'image d'un homme qui est couché par terre, qui a été battu KO. Il faudra qu'il retravaille donc son image de prédateur pour pouvoir s'offrir les opportunités de fin de carrière, telles que le cinéma, la mode, la publicité, tout ce que vous voulez. Parce que c'est ça qui vend. C'est cette image de Ngannou qui vend. Par exemple, les footballeurs. Les footballeurs ont les plus gros contrats au monde quand ils sont en activité et quand ils sont performants. Une fois que la performance baisse, les publicités, les compagnies, les partenaires, tout ça s'en vont. Donc, c'est quand on est au sommet qu'on a les contrats, que les gens viennent après nous. Et après le combat contre Tyson Fury, Ngannou avait toutes les portes ouvertes. Toutes les portes. Toutes les portes lui étaient ouvertes. Là, avec l'image qu'il a eue hier, je ne vois pas une compagnie qui va venir lui offrir un contrat de publicité. Il faudra qu'il redevienne le champion. Il faudra qu'il redevienne celui-là qui fait rêver les gens. Il faudra qu'il regagne son image d'homme invincible pour attirer. Je vous prends l'exemple Sylvester Stallone avec son Rocky Balboa. Sylvester Stallone n'était pas un boxeur, mais ça a créé quelque chose dans l'imaginaire des consommateurs. Ça a créé quelque chose dans l'imaginaire des consommateurs. Et il y avait même un équipementier qui s'en est servi, Everlast, qui est l'un des plus grands équipementiers en boxe, qui s'était servi de cette image de Rocky Balboa pour s'implanter dans le monde de la boxe. Donc, pour ceux qui disent que oui, on l'a battu, mais il a eu 12 milliards. Si la finalité de la carrière de Ngannou, c'est 12 milliards, je suis désolée, parce qu'il peut avoir plus que ça. Et il doit même faire plus que ça. Il a le potentiel. Ngannou ne peut pas gâcher le reste de sa carrière et finir sur un chaos qui va l'éteindre complètement parce qu'il chassait 12 milliards. 12 milliards ne représentent rien par rapport au contrat que ce garçon pouvait avoir ou peut avoir s'il se maintient au top de son art. Je dis rien que les contrats publicitaires. Je ne parle même pas des contrats de travail. Je dis seulement publicitaire, la publicité.
qu'on met sa photo sur un truc. Ou on met son nom sur un truc. Bon, regardez par exemple, Ngannou aujourd'hui est l'égérie de la marque Gymshark. Pour ceux qui font dans les sports de gym, les sports de bodybuilding, tout ça, les sports de force, quoi. Vous connaissez la marque Gymshark. Aujourd'hui, c'est Gymshark qui habille Ngannou. Donc, pour que Gymshark habille Ngannou, vous savez combien on le paye? Et la marque qui habille Anthony Joshua, c'est Under Armour. C'est une marque Under Armour. J'ai même le t-shirt de ça, je portais ça la dernière fois dans mon live. Pour qu'un boxeur comme ça porte votre marque, parce que l'image là, ça vend. Ça fait à ce que les gens achètent votre marque. Quand on voit un champion porter votre marque, les gens achètent parce que quand on va vous voir avec ça, on va dire, ah, c'est la marque d'Anthony Joshua. Ah, c'est la marque de Francine Ngannou. Vous savez combien ça paye? Combien de revenus ça génère? Et quand je vois les gens qui disent, ah, il s'est couché par terre pour 6 milliards, pour 12 milliards. Les 12 milliards là valent quoi par rapport à tous les contrats qu'il peut avoir, à toutes les opportunités qu'il peut avoir, s'il se maintient. Si Ngannou perdait même au point, je dis s'il faisait même 7 rounds, même 8 rounds, même les 10 rounds, et qu'il perdait au point, ça aurait été moins humiliant et moins destructeur qu'une défaite au KO au deuxième round. Ça aurait été moins de... C'est-à-dire, on aurait retenu l'image d'un homme qui s'est battu jusqu'à la fin. L'image d'Iela, ça peut le finir, ça peut finir sa carrière. Ça peut finir sa carrière s'il ne travaille pas pour revenir. Et c'est là où je reviens maintenant par rapport à lui. Ngannou, je pense que le succès lui est un peu monté à la tête. Hein? Le succès contre Fury lui est un peu monté à la tête. Et ça n'aide pas les gens qui sont autour de lui parce que je sais que quand on atteint ce niveau-là, on a qu'autour de soi des griots. Des gens qui ne peuvent que vous dire ce que vous voulez entendre. Des gens qui ne vous disent que vous êtes le plus fort, le plus grand, le plus beau. Tout ce que vous faites est bien. Des gens qui ne peuvent pas s'asseoir et vous dire la vérité que non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc après sa victoire contre Fury, les gens autour de lui, c'est des griots. C'est des griots qui se sont assis autour de lui. Et il a pris la grosse tête. Le langage qu'il a tenu contre Fury, un jour avant son combat, ça ne m'a pas plu. C'est vrai que ça a fait le tour du monde, que oh, il a dit à Fury que hors du ring de boxe, tu te démolis. Quand on est un homme fort, quand on est un homme grand, on connaît sa valeur. On n'a pas besoin de ça. Et c'est là où j'ai compris qu'il lost the plot, comme on dit en anglais. Il y a quelque chose qui a tourné, qui n'a pas tourné dans sa tête. Avant, Ngannou ne parlait pas comme ça. Ngannou ne parlait pas. Oui, c'est vrai que c'est le game. En boxe, il y a ce qu'on appelle la provocation pour vendre, quoi. Pour attirer les gens, comme ce qui s'était passé avec Fury. Donc, il y a le game. Remarquez qu'un gars comme Anthony Joshua ne dira jamais des paroles pareilles. Anthony Joshua, même si c'est qu'il va détruire son adversaire, il ne va jamais dire que toi, je te tape, même le dimanche, je te tape 2 fois, tout ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il a commencé à perdre. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Et les gens autour de lui aussi n'ont pas l'expérience de ce niveau. Ça, il faut le dire. Mike Tyson, qui était à côté de lui, avait l'expérience de ce niveau. Et vous avez vu comment il avait préparé le combat contre Fury. Mike Tyson l'avait retiré des lumières et l'a fait se concentrer sur son entraînement. Je répète, hein, contre Fury, Mike Tyson qui a l'expérience de la boxe de haut niveau, qui est passé par la multi-champion du monde, savait ce qui attendait Ngannou. Il a retiré Ngannou de l'œil public. Il a mis Ngannou en concentration dans son entraînement. On ne voyait Ngannou que quelquefois dans les conférences de presse. Et parfois, il faisait les entraînements ouverts où la presse pouvait le filmer. Mais il était focus sur son combat. Cette fois-ci, n'ayant pas un professionnel à côté de lui, je pense qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Il n'était pas concentré sur son combat. Il est plutôt entré dans le show. Et ça, quand la concentration n'y est plus à 300%, la performance physique aussi en souffre. Regardez un gars comme Anthony Joshua. Est-ce que vous avez vu Anthony Joshua pendant son entraînement? Mais pourtant, il s'est bien préparé. Hein? Il s'est bien préparé.
Parce qu'Anthony Joshua, pour lui, c'était un coming back. Voilà un garçon qui sort de 3 défaites. Tout le monde entier l'insultait. Même Tyson Fury l'a insulté. Il va maintenant, pour revenir, il est obligé d'aller combattre un combattant de MMA. Tyson Fury lui-même oubliant qu'il avait combattu Ngannou. Tyson Fury a insulté parce que la rivalité, la vraie rivalité dans la boxe, c'est entre Anthony Joshua et Tyson Fury. Donc Tyson Fury souhaitait que Ngannou batte Joshua. Ne voyez pas comme il a fait la comédie là. Tyson Fury souhaitait que Ngannou batte Anthony Joshua. Qu'il ne soit pas le seul que Ngannou a battu. Donc, Anthony Joshua, lui, il était conscient des enjeux. Il savait que s'il perd ce combat, sa carrière de boxe est finie. Parce qu'il a 3 défaites consécutives et qu'il veut revenir, reconquérir les ceintures. Et les Saoudiens, donc, comme c'est les businessmen, ils ont senti, ils ont flairé le coup, ils ont senti que Anthony Joshua veut bien revenir et Ngannou est en train de chercher à se positionner aussi. Donc, pourquoi on ne les fait pas combattre ensemble? Toutefois, sachant que l'image de la boxe ne doit jamais être salie. On ne peut pas laisser un combattant de MMA battre un champion de boxe. Ils ne peuvent pas. Mais Ngannou pouvait le faire. Ngannou pouvait le faire. Sauf que il est passé à côté de beaucoup de choses. Ngannou pouvait le faire. Il a les moyens physiques de le faire. Il n'est pas technique, mais il a les moyens physiques. Et il pouvait le faire. S'il se concentrait sur le combat comme il avait fait contre Fury, c'est-à-dire étudier son adversaire, comprendre les forces et les faiblesses de son adversaire et savoir comment éviter. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pourquoi? Parce qu'il est arrivé en Arabie Saoudite des semaines avant. Et les Saoudiens se sont bien amusés à l'entertain. On l'amenait dans les soirées, on lui faisait vivre la jet set. Parce qu'ils sont très forts. Hein? Ces gars-là peuvent te bluffer avec le luxe. Je dis que les Saoudiens te bluffent avec le luxe. Donc quand Ngannou arrivait, on met les limousines. Mais le genre de voiture que j'ai vu les gars la conduire, c'est la magie. Les voitures que les Saoudiens ont mis à la disposition de ces boxeurs. Et pas qu'une voiture, hein. Chaque boxeur avait au moins 10 voitures de luxe pour son équipe et sa famille. Dans la famille de Ngannou, sa maman, son entraîneur, son équipe technique, il y avait 10 véhicules alignés comme ça. On met Team Ngannou, les véhicules de luxe, chauffeurs à l'appui. Donc, quand Ngannou arrivait, les Saoudiens l'entraînent dans cet engrenage-là où il est dans la jet set, il est dans le luxe et tout. Il perd de vue l'objectif. Oh, on a causé avec le chauffeur de Anthony Joshua. Ça, c'est petite anecdote, hein, petite anecdote comme ça en passant. J'ai causé avec le chauffeur d'Anthony Joshua qui est un Indien. Parce que ici, là-bas, chez eux, là, en Arabie Saoudite, ils emploient beaucoup les étrangers. Les Saoudis eux-mêmes ne travaillent pas, ne font pas les petits jobs. Ce sont les étrangers. Donc, vous avez les Africains, les non-Africains, les Indiens, Pakistanais, tout ça qui viennent travailler. Le chauffeur de Anthony Joshua, c'est un Indien. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que quand Anthony Joshua est arrivé, on lui a donné sa résidence. On a dit c'est ici qu'il doit habiter. Une grosse résidence cossue. Vous savez ce qu'Anthony Joshua a fait? Il a dit qu'il n'habite pas là-bas. Il a refusé d'habiter là où on lui a montré que voilà sa maison. Il est parti dans un petit hôtel. Et le chauffeur là dit que tellement le gars est simple qu'il ne savait même pas que c'était un champion de boxe. Lui savait seulement qu'il conduit quelqu'un. Il ne savait même pas qui c'est. Parce que vous savez, il y a des gens ici, ils n'ont pas accès à ces choses-là. C'est quand nous on lui dit, est-ce que tu sais même que le monsieur que tu conduis là, il est 2 fois champion du monde de boxe. Mais il n'en croyait pas. Il dit que non, que lui mange même les burgers avec lui dans la voiture. Que, hein? Ah bon? Il dit que le premier jour, il a mangé le burger avec moi. Il avait faim, il est arrivé. Il m'a demandé qu'il y ait McDonald's hier. On lui a monté McDonald's. Il est parti acheter son McDonald's. Il a mangé dans la voiture avec son chauffeur. Et il a refusé d'habiter dans la mansion qu'on lui a donnée. Il a dit que lui n'habite pas dedans. Il est parti dans un hôtel moyen, quoi. Dans un hôtel. C'est-à-dire, tu vois le mindset. Le gars était déjà dans le game. Il connaît comment ça se passe. Il connaît. Il sait qu'une fois que tu es dans la grosse mansion, tu vis dans le luxe, ta tête aussi commence à tourner.
Tu as déjà envie de vivre la jet set. Et les Saoudiens sont là pour ça. Ils sont là pour t'entertainer. Ils sont là pour te... Voilà. Ils vont même... il y a les prostituées de luxe, hein. Ne croyez pas, hein. Elles sont là. Ils mettent les prostituées de luxe à leur disposition. Vous voyez des filles sapées, c'est-à-dire que griffées de la tête jusqu'aux pieds. Mannequins. Elles rôdent là autour d'eux. On les paye pour ça. Donc, quand tu es un gars qui ne connaît pas ce milieu, ça t'éblouit. Ça va t'éblouir. Ça va t'éblouir. Il est arrivé depuis des semaines qu'il est venu s'entraîner. Mais je ne pense pas qu'il s'est vraiment entraîné. Les Saoudiens l'ont entraîné dans un... Eux sachant ce qu'il faisait. Eux sachant que si on le distrait, il ne sera pas focus le jour J. Or, avec Fury, il s'était entraîné aux États-Unis avec Mike Tyson. Il avait le camp d'entraînement aux États-Unis. Il était loin des bruits. Il était focus, loin des bruits. Il était focus, loin des bruits. Quand j'ai vu Ngannou entrer sur le ring, rien que son langage corporel, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Son expression faciale, la façon dont il porte son corps, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas Ngannou ça. Ce n'est pas Ngannou. Il n'a pas la niaque de quelqu'un qui est venu pour gagner. Son body language était différent. La préparation psychologique, hein, c'est quelque chose. Dans les sports, la préparation psychologique, c'est quelque chose. Vous pouvez être fort n'importe comment, mais quand le mental n'y est pas. Je vous prends l'exemple. Regardez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Équipe nationale de Côte d'Ivoire pendant la CAN. Quand la Côte d'Ivoire perd 4-0, tout le monde croit que c'est fini pour eux. Tout le monde se dit que c'est fini. Nous-mêmes, on s'est moqué de la Côte d'Ivoire. On a la belle famille. Mais c'est là où le mental est entré en jeu. Le mental. Tout le monde disait que l'équipe de la Côte d'Ivoire, il y a un miracle qui est en train de s'opérer. Parce que le mental, c'est les mêmes joueurs. Hein? On n'a pas pris d'autres joueurs. C'était les mêmes joueurs. Mais le mindset avait changé. Ils étaient déjà dans un état d'esprit de « on doit gagner notre coupe ». Donc, le mental pour un compétiteur est très important. C'est pour ça que quand un compétiteur se déplace, il a toujours ses proches, sa famille à côté de lui parce qu'ils sont là pour le remonter. Ils sont là pour le rassurer. Si vous avez des enfants qui pratiquent du sport, remarquez qu'on demande toujours aux parents de venir assister aux compétitions de leurs enfants. Moi, personnellement, je ne vais plus au match de mes enfants parce que j'aimais trop les organes. Quand je suis dans le match, quand je suis le match de mes filles, tellement je leur mets la pression que parfois ça les fait jouer mal ou ça les fait faire des erreurs. Parce que je leur mets la pression. Moi, j'aime l'excellence. Je suis une compétitrice. Je ne suis pas quelqu'un qui perd. Je ne supporte pas la défaite. Donc, du coup, je ne vais plus au match de mes filles. Mais avant qu'elles ne partent au match, je leur prodigue des conseils. Je dis, bon, maman, quand tu parles, rentre-moi avec un but. Ma deuxième fille, elle joue au milieu du terrain. Parfois, on la met à l'attaque. Quand elle ne marque pas le but, elle n'est pas contente. Même si son équipe perd, elle doit marquer. Elle va avec l'état d'esprit que je dois marquer au moins un but dans ce match. Et chaque fois qu'elle sort, quand elle met ses godasses, quand ma fille met ses godasses, elle rentre avec au moins un but. Ça, c'est la condition dans ma maison. Ça dit que mes filles ont le hemley. J'ai déjà vu le match de ma fille, ma première fille, elle est défenseur. Son équipe était menée. Mais j'ai vu une fille ma première fille est très calme, hein, elle ne parle pas, elle est douce, même à la maison, vous n'entendrez jamais la voix de ma première fille. Elle est toujours dans ses livres enfermée. Mais sur un terrain de foot, vous ne la reconnaissez pas. Ma fille a donné l'énergie à son équipe jusqu'à ils ont gagné. Donc, je reviens sur la préparation psychologique, le mental des compétiteurs. Si le physique compte pour 50%, le mental compte pour 50%, parfois plus même. Vous voyez des équipes de football à 9 contre 11 qui gagnent. Vous pensez qu'elles gagnent pourquoi? Pourtant, sur le plan physique, si on ne regardait que le physique, 9 contre 11, tu ne peux pas gagner. Nous-mêmes, on a gagné les Jeux Olympiques. On était à combien? 9 contre 11. On a gagné le Brésil aux Jeux Olympiques. On était à 9 contre 11. C'est le mental, c'est-à-dire que l'état d'esprit. Le mental.
le mental en compétition. Ça, c'est très, très important. C'est très important. Quand une équipe joue, on dit que l'équipe a l'avantage quand elle joue à domicile. Pourquoi? Parce qu'à domicile, vous avez votre public qui vous porte. Votre public vous donne l'énergie. Votre public vous donne la niaque. Vous pensez que c'est pourquoi quand la Côte d'Ivoire jouait, Didier Drogba se levait, il faisait ça, il haranguait les foules. Parce que le 12e homme, le public, ça compte. Ce qui me ramène à Nganou. Le 12e homme, pour Nganou contre Fury, c'était le peuple. Parce que le peuple camerounais l'avait porté. Les postes partout, tout le monde, on avait porté Nganou. Mais le tout aussi, le peuple n'était pas avec lui. Et il le sait. Et je pense que ça a aussi dû l'affecter mentalement. Parce qu'il s'est dit qu'il s'en va seul et qu'il va prouver qu'il peut le faire seul. Mais il ne peut plus le faire seul. À ce niveau de compétition, tu ne peux plus le faire seul, Nganou, Francis. Tu ne peux plus. Un garçon comme Anthony Joshua, hein, je parle de l'anglais, à l'aéroport à Riyad, il y avait des contingents d'anglais. Je dis bien des contingents qui sont venus de toutes les parties de l'Angleterre pour le soutenir. Oui, ils ont l'argent, vous pouvez me dire, ils peuvent le faire. Les Camerounais n'ont pas l'argent. Mais le soutien de Nganou pouvait venir s'il sentait l'énergie, même dans les réseaux sociaux. Il ne l'a pas senti. Il ne l'a pas senti. Il était seul. Nganou était seul. Seul contre toute une arène. Quand le combat commence, moi je suis une fan de football, donc je vais dans les stades de football et les Anglais en général sont les fans de football. Donc les chansons qu'on chante pour soutenir l'équipe de football, c'est les mêmes qu'on chante dans l'arène de combat. Quand j'ai entendu les gars qui chantaient « Oh, Anthony Joshua, oh, Anthony », j'ai seulement compris que c'est fini. Il n'y avait que la famille de Nganou qui était quelque part au milieu là. Il n'y avait que sa famille et moi. On était même pas une dizaine de Camerounais. Une poignée comme ça là, dans une arène de 30 000 personnes. 30 000. Oui, certains sont venus pour soutenir Nganou. Mais je vous jure que l'arène était remplie de supporters de Anthony Joshua. Quand son image passait seulement sur l'écran, il fallait entendre le bruit. Je dis qu'on mettait seulement l'image de Joshua sur l'écran, le bruit. Vous pensez, et lui, il est dans sa salle de préparation, il voit, il a ça sur l'écran. Il regarde aussi ça dans sa télé. On lui montre la réaction du peuple quand on le montre. Donc, il se sent galvanisé quand il voit ça. Il se sent galvanisé. Donc, Joshua avait le soutien de son peuple. Et Nganou ne l'avait pas. Il était seul. Je vous jure. J'ai eu pitié de ce garçon. Je ne vous mens pas. Quand j'ai vu Nganou entrer, même l'autre fois là, quand on n'a même pas chanté l'hymne national du Cameroun cette fois-ci. On n'a pas chanté l'hymne national du Cameroun. On a seulement mis sa photo. On a dit « From Batie in Cameroun ». J'ai regardé le gars là, j'ai vu. Vous ne pouvez pas imaginer. Il était sur le ring, moi j'étais dans le public, mais je regardais ses yeux. J'ai regardé les yeux de Nganou. J'ai senti la solitude. J'ai senti le désespoir. J'ai même senti la peur. J'ai vu qu'il avait peur. Je ne vous mens pas. Tu vois un gaillard de presque 1,98 m, 120 kilos, qui a peur. Un gaillard, hein? Il est costaud, hein, ce gars. Si Nganou s'était à côté de moi, mais Joshua, je me suis tenu à côté de Joshua, j'étais comme j'étais comme une petite bouteille de Guinness comme ça à côté de lui. Il était obligé de se courber comme ça pour prendre la photo avec moi. C'est des costauds, c'est des gaillards ces garçons. C'est des gaillards. Tu vois un gaillard qui fait presque 2 mètres de hauteur, qui a peur. Qui a peur. J'ai regardé les yeux de Nganou. Mais quand j'ai regardé ses yeux, quand il est entré, on l'a annoncé. J'ai compris que il ne peut pas. Même son expression corporelle, son body language n'était pas la même chose. Il n'avait pas cette prestance du prédateur. Vous vous rappelez contre Fury, quand Nganou était entré avec sa cape en or et noir, il était élégant, il était beau, il était majestueux. À côté de lui, il y avait Tyson Fury. C'est-à-dire que quand il marchait, on avait mis la chanson là. On avait mis quelle chanson? Nganou entrait, il marchait comme ça là. Nganou marchait. Convict. Oh, God. On a eu la chanson de Akon là. I see the one, could she be that lady? I see you freaking, I can see from my shadow. Tu vois, Nganou entre. Nganou entre comme ça là.
Tyson est ici. Et son entraîneur est là. Ces gars de MMA derrière lui. Donc il a l'énergie, il a la force, il a la niaque. Il a sa team derrière lui. Quand il se tient, Mike Tyson arrange son truc sur son dos. Il prend son bâton de commandement, il lui donne. Ngannou arrête ça comme ça. Vraiment, vous ne savez pas ce qu'on appelle la préparation psychologique. Moi, j'ai fait le sport. C'est pour ça que je connais motiver les gens. Parce que je connais, c'est-à-dire que je sais motiver. Parce que j'ai fait les sports depuis les bancs. Maman, quand tu joues au football, on te motive. On te motive là. Le discours qu'on fait dans les vestiaires là, vous pensez que c'est pourquoi? Le discours qu'on fait à la mi-temps là, vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour motiver. C'est pour donner la niaque. C'est-à-dire que quand une équipe est menée au score, elle va au vestiaire. Quand elle ressort là et qu'on l'a bien motivée, elle ressort avec un autre état d'esprit. C'est le mental. Le mental, les gars. Le mental. Le mental en sport. Le mental renverse les montagnes en sport. Le mental renverse les montagnes en sport. Vous avez vu, moi, je regardais Serena Williams quand elle jouait au tennis. Il y avait des matchs contre Sharapova où elle était, tu sentais qu'elle a perdu ses moyens. Et le tennis est l'un des sports les plus solitaires au monde parce qu'au tennis, tu n'as pas le droit de parler avec ton entraîneur. Au tennis, ton entraîneur s'assoit au gradin, tu es seul avec ta tête et ton adversaire. C'est à toi de savoir comment tu vas gérer ton match. Et c'est au tennis que le soutien du public compte. Moi, je regardais souvent Serena Williams menée contre Sharapova. Elle s'assoit comme ça, elle commence à se parler à elle-même. Elle commence à dire, come on, you can do it. Elle commence à se parler, elle se motive elle-même. Et elle regarde seulement dans les gradins là où son père est. Dès que ses yeux croisent les yeux de son père, quand elle se lève là, c'est une lionne. Quand elle se lève là, c'est une lionne indotable. Elle se lève avec... Ça dit que, elle se dit que je vais mourir si tu ne me gagnes pas. Donc, quand nous... Les gens qui disent que wow, on va politiser, wow, non. C'est pour lui-même d'abord. Un compétiteur a besoin de soutien. Un compétiteur a besoin de sentir une énergie. Regardez, je prends un autre exemple. Les chanteurs. Les chanteurs. Quand un chanteur entre dans la salle et que la salle n'est pas pleine, il ne va rien chanter. Il ne va pas chanter. Parce que le chanteur, le musicien, Valsero peut vous le dire, Lady Ponce, tous les grands chanteurs qui font des spectacles. Vous avez vu Loco qui est passé hier. Quand un chanteur voit la foule qui est là pour le haranguer, je dis qu'il va sortir même les tonalités de sa voix qui n'avait jamais sorti. Il va sortir les pitchs, il va innover, il va créer de la magie. Et c'est ça, c'est l'échange entre la foule et le chanteur qui crée une atmosphère et une performance exceptionnelle. C'est la foule qui inspire le chanteur. Un chanteur, quand il entre dans une salle et qu'il ne voit pas du monde, directement, son mental tombe. Même l'inspiration qu'il avait, il ne peut plus. Il ne peut plus. Et les gens viennent nous dire que Ngannou n'a pas besoin de vous. Ngannou n'a pas besoin du monde. Ngannou peut faire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut plus. S'il le faisait quand il combattait les petits combattants de Nyama Nyama, au haut niveau, on a besoin de tout ce qui peut aider. À ce niveau-là, c'est au niveau des plus grands dans le monde. Parce que ces plus grands dans le monde-là viennent avec leur peuple. Toi, tu vas là-bas, élan, élan. Élan, élan. Le peuple ne t'a pas soutenu. Et si le peuple ne te soutient pas, c'est parce que tu n'as pas été intelligent, mon fils, à un moment donné. Tu étais tellement content d'être arrivé dans la cour des grands que tu n'as pas fait attention. Tu étais tellement content de côtoyer les Eminem, les machins, que tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention à quoi, Francis? Taguez-le, hein? Je l'ai tagué, mais taguez-le aussi. Je sais qu'il s'est déjà reposé, il a dormi. Donc maintenant, il se relaxe un peu. Il n'a pas de compétition qui arrive. Taguez-le et envoyez-lui ce live. Ngannou, tu n'as pas fait attention. Pourquoi? Parce que quand tu es arrivé au sommet, fiston,
Tu t'es empressé à accueillir tous les gens qui venaient autour de toi. Tu ne savais pas que ces gens ne viennent pas sincèrement vers toi. Ces gens ne viennent pas parce que tu es le prédateur ou bien parce que tu es grand, ils t'admirent, non. Ces gens viennent parce qu'ils vont t'utiliser. Ils vont utiliser ton énergie, ils vont utiliser ton image, ils vont utiliser ta prestance. Et ils l'ont fait, ils ont utilisé ton image. Tu n'as pas été intelligent parce que tu n'as pas réfléchi. Quand je souffrais, je galérais, tout ça, ces gens n'étaient pas là. Pourquoi aujourd'hui se précipitent vers moi? Prenons-les avec des pincettes. Et je le dis, c'est parce que tu n'es pas bien entouré. Un gars comme Anthony Joshua, qui est champion du monde 2 fois, on n'utilise pas son image en Angleterre. Aucun politicien ne va utiliser son image. On n'utilise pas son image parce qu'il a une équipe autour de lui qui veille à la communication. Et la première chose en communication, c'est l'image. C'est-à-dire qu'Anthony Joshua, quand il se filme avec moi samedi, il sait que je vais publier cette photo. Il sait. Il sait que je vais publier ça. D'ailleurs, la vidéo que j'ai faite avec lui sur TikTok a déjà plus de 60 000 vues. Il le sait. Nganou, tu n'as pas fait attention à qui t'approchait et pourquoi il t'approchait. Je vais être clair avec toi. Et les gens vont venir ici dire que je suis dans la haine, je suis ceci, je suis cela. Si Samuel Eto'o t'approche parce que c'est un ancien champion de football qui te soutient comme il soutient les autres sportifs, je n'ai aucun problème avec. De sportif à sportif, Samuel Eto'o a le droit de te soutenir. Samuel Eto'o a le droit de venir à tes combats de boxe. D'ailleurs, qu'il ne l'a jamais fait. Je n'ai jamais vu Samuel à ton combat. Il vient après quand tu as gagné pour se filmer avec toi. Donc, s'il vient parce qu'il veut te soutenir de sportif à sportif, il n'y a aucun problème. Cristiano Ronaldo, qui est ton ami, et que j'ai une vidéo de Cristiano Ronaldo que je vais passer dans ma page tout à l'heure. Cristiano Ronaldo, qui est ton ami, te soutient de sportif à sportif. Je ne sais plus qui était là. José Mourinho est venu soutenir Anthony Joshua. Mais tous ces gens-là qui viennent, ils viennent te soutenir de sportif à sportif. Ce que tu as oublié, toi, pensant que Samuel Eto'o te soutenait de sportif à sportif, tu as oublié l'aspect politique qui vient avec Samuel Eto'o. Mais lui ne l'a pas oublié. Et d'ailleurs, c'est même ça qui le motive. Parce qu'il est très rusé, ce monsieur. Il est hyper rusé. Pendant que toi, tu te filmes avec le Pichichi, toi, tu penses que tu te filmes avec le Pichichi, on te voit avec le Pichichi, l'un des plus grands footballeurs de toute l'histoire de l'Afrique et tout. Lui, quand il se filme avec toi, il se filme avec toi parce que il va redorer son blason qui est déjà en train d'être sérieusement écorné, mais aussi, il va te servir sur un plateau en or à Paul Biya et sa troupe en leur disant que voici une autre victime qu'on peut utiliser pour vous maintenir, comme je l'avais fait en 2018. En 2018, la réputation de Samuel Eto'o était encore propre. Samuel Eto'o, quand il marchait dans la rue, c'était les foules et les foules qui sortaient. Aujourd'hui, j'ai vu Fleur de Lys a fait une publication sur son anniversaire. Je ne sais pas combien de likes il y a. Avant, il suffisait seulement de faire une publication avec le nom de Samuel Eto'o. Tu avais les 15 000 likes. Il était adoré, adulé. Moi-même, je l'adorais. Ce n'est pas les affaires qu'on... Moi-même, j'adorais Samuel. En 2018, la réputation de Samuel n'était pas entachée. Et le politique, au moment opportun, s'est servi de cette réputation. 7 ans, presque 6 ans se sont écoulés. Samuel Eto'o a commis beaucoup d'erreurs. À tort ou à raison, je ne sais pas. Qui ont sérieusement écorné, entaché son image. 7 ans plus tard, Samuel Eto'o n'a plus l'aura qu'il avait en 2018. Il n'a plus la prestance qu'il avait en 2018. Il ne l'a plus. Comme il ne l'a plus, et qu'il sait qu'avec les gens du régime, à la moindre petite erreur, ces gars sont vicieux. Ils sont très vicieux. Ils savent utiliser les gens et ils savent aussi s'en débarrasser. Samuel Eto'o n'est pas naïf, hein, ne croyez pas. Hein. Comment il s'appelle? Tous les gens qui sont à Koningila, non, même les Mendozé, c'était les gens qu'ils adoraient.
Mais quand il a fallu se débarrasser d'eux, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Samuel sait que là où il est là, son contrat avec le régime de Biya était qu'il utilise le football pour les maintenir au pouvoir. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour distraire les Camerounais et pour les faire oublier leur quotidien que le football. Il l'a fait en 2018. Il s'est mis sur le perron de Toudi et il a dit qu'il apporte tout son soutien à Paul Biya pour ce que Paul Biya fait pour lui. Et à l'époque, il avait l'aura, il avait l'adhésion du peuple. 7 ans plus tard, lui-même, il est conscient de ce que son histoire-là, ça ne marche pas. Il est conscient de ce que le miracle qui s'était produit en 2017, où le Cameroun a gagné la CAN contre toute attente. Parce que c'était un miracle, personne n'attendait le Cameroun. Et cette victoire des Lions à la CAN en 2017 a fait à ce que le football a largement influencé l'opinion des Camerounais en 2018. Les gens disaient qu'on s'en fout, on est champion d'Afrique. On s'en fout, on est champion d'Afrique. Papa est au peu, il peut. Il guérit, il sauve, il peut. A dit, les gars vivaient dans cette illusion-là. Donc, quand le pouvoir lui accorde dans tous ses caprices, parce que ça, il faut le dire, hein, il y a eu beaucoup de caprices. Quand le pouvoir accorde les caprices à Samuel Eto'o, c'est parce qu'il compte sur lui en 2025. Pour qu'un miracle se produise dans le football camerounais et qu'avec ce miracle, il manipule encore une fois l'opinion publique. Sauf que les choses ne sont pas en train d'aller dans le sens où ils avaient prévu. Les échecs, les humiliations s'accumulent. Les erreurs de management de Samuel Eto'o sont en train de coûter cher, non seulement à la FECAFOOT, mais aussi à l'État du Cameroun. Samuel Eto'o dans l'opinion publique n'a plus cette force d'influence qu'il avait en 2018. Donc, lui, sachant ça, parce qu'il est très mal, faut pas croire, hein, Samuel, c'est un garçon très, très intelligent, hein, très, très intelligent et très manipulateur. Lui, sachant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ce jeune Nganou qui est en train de se débrouiller et tout, on parle de lui, il tape les gens pour vivre. Parce que Nganou a cette intelligence dans la communication. Nganou sait attirer les gens dans sa communication. Et ça c'est parce qu'il est sincère, quoi. Il est encore pur, il n'est pas encore corrompu par le monde du showbiz. Il sera peut-être corrompu, mais pour le moment, il n'est pas encore corrompu. Et c'est pour ça que je le soutiens, parce que je vois un garçon naïf. Un garçon intelligent, mais naïf et mal entouré. Donc, Samuel Eto'o repère dans ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que Nganou a besoin de reconnaissance. Nganou veut être une légende, quoi. Et Nganou se dit qu'en se faisant voir avec les légendes, il sera aussi considéré comme une légende. Eto'o captive ça. Eto'o ne rate pas une occasion de se filmer avec Nganou, voilà. Mais, quand Eto'o l'invite donc à la soirée de remise du ballon d'or camerounais, surtout qu'il revenait de sa victoire contre Fury et tout, et nous tous on a vu comment Nganou est rentré. Déjà pour son combat, l'État du Cameroun n'a déplacé aucune délégation pour le soutenir. L'État du Cameroun n'a arrangé aucune communication pour que son combat soit diffusé. L'État du Cameroun n'a arrangé aucune délégation pour l'accueillir. L'État du Cameroun n'a rien fait pour ce garçon. Rien. Il n'a même pas été reçu par le ministère des Sports et tout ça. Rien. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a eu la reconnaissance qu'il fallait, comme il le fallait. Mais au Cameroun, rien. Mais Eto'o a captivé ce moment. Eto'o a captivé ce moment. Il faut reconnaître que quand Eto'o captive ce moment, lui-même, il est dans des grosses difficultés à la FECAFOOT. Donc, ce n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour présenter insidieusement ses soi-disant parents que voici l'autre viande ici. Voici le mbap. Voici la viande ici que je vous apporte. Il amène Nganou à la cérémonie. Il met Nganou sur le podium. Je pense que Nganou était d'abord seul sur le podium. Après, la première dame vient le rejoindre. Mais Nganou ne pouvait pas quitter le podium parce que la première dame est là. Il ne pouvait pas. Il a joué le rôle qu'il devait jouer, c'est-à-dire saluer les gens, remettre les trophées et tout. Et comme dans les entrefaits de la cérémonie, il y a des moments creux,
Moi, je le voyais, hein, il était tenu comme ça. Il ne savait même pas quoi dire à cette femme. Elle-même, elle ne sait pas quoi dire. Elle ne sait pas... Eto vient faire son grand discours de « Oh, maman dit à papa que, papa dit à maman que, maman dit à papa que. » Mais aujourd'hui, c'est devenu que Nganou avait dit que maman. Vous avez entendu Nganou dire un jour que maman. Vous voyez comment on manipule l'image de quelqu'un. Parce qu'il était tenu là ce jour-là, à côté de la première dame et à côté de Samuel Eto'o qui faisait le discours que maman va dire à papa que. C'est devenu que Nganou avait dit que maman. Oh, c'est l'enfant de papa et maman. Oh, Nganou avait dit que papa. Que celui qui a la vidéo là où Nganou dit que papa et maman me sortent ça, pardon. Peut-être j'avais raté l'épisode là. On a manipulé jusqu'à maintenant, c'est devenu que c'est Nganou qui appelle ces gens-là que papa et maman. Donc vous pensez que le gars là vraiment est bête? Vous pensez que lui-même il ne sait pas que le fait, et ça on va tirer sur moi quand je vais le dire, mais c'est une vérité de la palisse. Rien que le fait qu'il soit Bamileke joue déjà beaucoup contre lui. Dans les hautes sphères de l'État camerounais, je ne vous mens pas, c'est une vérité. Rien que le fait qu'il soit Bamileke. Regardez comment on refuse de célébrer ce garçon. L'État du Cameroun refuse de célébrer ce garçon. Voilà même, après tout ce qu'il a fait là, qu'il était à la cérémonie, maintenant on a attribué, on a dit que oh, il est Sardina, il a entraîné le bi. Pour entraîner le bi, vous savez même ce que c'est qu'entraîner quelqu'un. Vous faites le sport. Vous croyez que l'entraînement, c'est aller se filmer avec le bi et puis on va dire qu'il a entraîné le bi. C'est 1 heure de visite et on dit qu'il a entraîné le bi. Le bi, c'est des militaires de combat. Le bi était entraîné par l'armée américaine qui quittait et venait passer des séjours au Cameroun pour les entraîner. Le bi est entraîné par les Israéliens. On dit, oh, non, il avait entraîné le bi, il avait entraîné le bi. Donc, pour entraîner le bi, il faut 1 heure de visite qu'il était allé faire, on entraîné. Or, pour lui, en tant que sportif de haut niveau, on a utilisé encore une fois son image pour redorer le blason du bir. Il aurait pu dire non, je ne refuse pas. Mais comprenez aussi qu'il n'avait jamais atteint ce niveau-là avant. Et qui, dans sa tête, peut-être, il se dit c'est un devoir que je rends envers mon pays. Vous êtes très enclin à crucifier les gens sans essayer de les analyser. N'oublions pas que Nganou, malgré son intelligence, et ça je reconnais, c'est un garçon qui a la sagesse de la vie, malgré son intelligence, pour se hisser là où il s'est hissé, tout seul, il faut être très intelligent parce que le monde du showbiz, il y a des garçons plus forts que lui dehors. Il y a des garçons qui ont essayé, mais qui ne sont pas arrivés. Pour se hisser, il faut avoir une certaine jugeote. Mais il faut aussi reconnaître que arriver à un certain niveau, il faut être entouré pour ne pas se faire utiliser, pour ne pas tomber dans les pièges. Et il n'est pas entouré. Il n'a pas l'intelligence. N'oublions pas, il n'a pas fréquenté, il n'a pas l'intelligence pour appréhender ces choses-là. Il n'y a pas quelqu'un à côté de lui qui lui dit, oh, attention, tu es invité à tel événement. Quels sont les contours de l'événement? Quels sont les angles de communication? Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être dit? Qui sera là? Parce que voilà ce que les gars comme Anthony Joshua ont. Un gars comme Anthony Joshua a une équipe de presse, même jusqu'aux réseaux sociaux. Quand on l'invite quelque part, on dit, on t'invite à un événement de charité. Il dit, il donne son accord de principe. Il donne son accord de principe, mais il soumet le projet à son équipe qui va étudier tous les angles, qui rentre maintenant en contact avec l'équipe d'organisation de cet événement pour leur demander comment l'événement va se passer, où est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer, qui seront là, quel est le rôle de notre champion, en quoi ça nous bénéficie. Tout ça, ils étudient tous les angles avant qu'ils ne sortent. Mais nous, et c'est là où nos joueurs, même nos footballeurs, ils pêchent dans ça. Ils pêchent dans ça parce qu'ils ne s'entourent pas, une fois qu'ils atteignent le haut niveau, ils ne s'entourent pas des experts pour les conseiller. Peut-être parce qu'ils se disent que ça va leur coûter cher. Mais leur réputation leur coûte aussi trop cher. Leur réputation leur coûte aussi trop cher. Vous avez ce qu'on appelle les PR, Personal Relationship Officer. Toutes les personnes qui ont réussi dans le monde de la mode, en Europe, hein, ils s'entourent des experts. Ils ne font plus des sorties hasardeuses. Même pour parler dans les médias, ils ne disent plus n'importe quoi. Parce que le moindre petit mot peut se retourner contre toi. Vous avez vu, il y avait quoi avant, ce que c'est devenu. Quand Ketia Kouté disait ça, elle ne savait pas ce que ça pouvait créer. Elle ne savait pas ce que ça pouvait créer.
Quand vous voyez un garçon comme Anthony Joshua, quand il parle, tout le monde applaudit, on dit, oh, il est humble. Oh, oui, il est humble. Mais c'est quelqu'un, on a travaillé sa communication depuis tout petit. Il ne dit pas n'importe quoi. Parce que, et vous vous imaginez dans un monde où les blancs prédominent, dans un sport où les blancs prédominent, si un noir fait une erreur de langage, c'est que ça peut lui coûter. Parce que les noirs, comme je vous ai dit, on attend toujours un petit truc pour les piéger. Donc c'est un garçon que sa communication est soignée. Sa communication est... C'est-à-dire que quand il parle, tout le monde est ébloui. Il trouve les mots justes. Il trouve même l'attitude corporelle. Il a un langage corporel juste, accordé à la circonstance. C'est un professionnel. C'est ce qu'on appelle être professionnel. J'ai vu l'équipe de Anthony Joshua. C'est pas la gnognotte. C'est pas la gnognotte, son équipe qui l'accompagne. Il a des femmes autour de lui qui travaillent pour la presse et tout ça, pour son image. Il a les préparateurs sportifs, il a les masseurs, lui seul, il est toute une entreprise. Je dis, quand vous voyez un boxeur à ce niveau-là, lui seul, il est toute une entreprise. Il emploie au moins 30 personnes qui travaillent pour que lui, physiquement, mentalement et dans les médias, qu'il soit toujours au top. Il a toute une équipe. Toutes les sorties, il a fait 3 heures de conférence de presse après le combat. J'ai dit 3 heures. Après le combat, il a fait 3 heures de conférence de presse. Toutes les chaînes du monde étaient là. Sky News, BBC News, CNN, France 24, TV5, ils sont tous là. Donc, il n'a pas le droit de donner un faux mot, de faire un dérapage médiatique qui va venir salir sa performance. Et on lui apprend ça. C'est des choses qu'on apprend aux compétiteurs de haut niveau. On lui apprend ça. Avant même d'aller en conférence de presse, avant que parce que la presse s'assoit, la presse l'attend. Il va, il s'essuie, il s'échange et tout. Et ses conseillers sont déjà avec lui pendant qu'il s'échange. On lui dit, you are going to the press conference. Be very careful what you're going to do. You just had a very massive performance. Don't ruin your performance. Ne gâte pas ta performance en disant des choses bêtes. Parce que ce que tu viens de faire là, c'est historique. Ne va pas gâcher. Voici l'angle que tu vas prendre. Et quand il arrive maintenant, il s'assoit en conférence de presse. Il parle parce qu'il a été coaché sur comment il va parler, sur l'attitude corporelle. Même le chapeau du Cameroun qu'il a mis sur sa tête là, c'est une communication puissante. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Mais il savait que ça va, c'est l'image là que les gens vont retenir. C'est une image importante. Anthony Joshua avait le chapeau du Cameroun sur sa tête. C'est une communication puissante. Et cette image a fait le tour du monde. Nous-mêmes les Camerounais, ça nous a flattés. Ça nous a flatté de le voir porter notre chapeau. C'est des choses, des petits gestes comme ça qu'on doit prendre à nos gars. Nganou, c'est un diamant qui n'est pas poli. On doit le polir. On doit le polir. Et j'espère que son équipe m'écoute. J'espère que les gens qui sont autour de lui m'écoutent. Ne gâchez pas la carrière de ce garçon. Si vous-même, vous voulez continuer à manger, vous devez travailler sur l'image de ce garçon. N'acceptez plus qu'on l'utilise dans des choses qui vont nuire à sa réputation, qui vont retourner le peuple contre lui. Aujourd'hui, tout le monde dit que Nganou et Sadina, ils s'étaient filmés avec Frambia, ils s'étaient filmés avec... Donc, on a tellement manipulé que le fait qu'il se soit filmé avec Frambia et qu'il soit à la cérémonie de remise des dons, fasse de lui un Sadina. Et à chaque fois qu'on me tague sur ces choses-là, on me dit, oh, Nganou et Sadina, elle supporte un Sadina. Je l'ai dit dans ce cas, si Nganou et Sadina parce qu'il s'est filmé avec Frambia, Nganou et Sadina parce qu'il s'est filmé avec, sur le podium avec Chantal Biya, ça veut dire que Karès Fosso est Sadina, vrai ou faux, parce que Karès Fosso a déjà chanté au palais. Ça veut dire que Longa Longa qui avait pris l'argent de Ketia Koutez, tout le monde a vu, il est Sadina. Mais oui. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas posé un acte qui démontre qu'il est Sadina, c'est-à-dire peut-être venir dire que oui, mon papa, le chef de l'État, oh, machin, je le soutiens. Mais le fait qu'il se soit filmé, on l'ait posé sur le podium en tant que champion de boxe et que Chantal Biya soit à côté, à son insu ou pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis sûre que même Nganou ne savait même pas. Mais cette image-là, on la placade partout pour dire qu'il s'est aligné avec ceux qui massacrent le peuple. Oh, il a choisi son camp. Nganou est déjà venu ici vous dire que mon papa et ma maman
Soutenez-les, je les soutiens. On l'a déjà reçu, le chef de l'État l'a déjà reçu. Encore que si même le chef de l'État décide de le recevoir parce qu'il a gagné un titre de champion du monde, c'est normal. Parce que les Lions indomptables sont reçus au palais de l'Unité quand ils reviennent avec un trophée. Quand ils reviennent avec un trophée, on a même donné les médailles d'État aux Lions indomptables qui étaient à la Coupe du Monde. Les belles et tout ça, ce sont les chevaliers de l'ordre. On les avait reçus parce qu'ils ont à l'époque, quand Biya était encore Biya et qu'il avait encore un tout petit peu de sens. Maintenant que c'est les Ngongo et autres là qui manipulent, c'est du n'importe, c'est de la bouillabaisse. C'est de la bouillabaisse. On a les champions du monde de NBA partout. Mais ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est d'utiliser ces enfants pour manipuler l'opinion publique et se maintenir au pouvoir. Et j'espère que Ngannou aujourd'hui apprend ça et qu'il le sait. J'espère que Ngannou aujourd'hui sait qu'un champion, c'est aussi celui qui se tourne vers les plus faibles. On est fort quand on se bat pour soi. Mais on est plus fort quand on se bat pour les autres. Je répète. On est fort quand on se bat pour soi. Mais on est plus fort quand on se bat pour les autres. Anthony Joshua t'a tendu la main et il t'a dit, je suis prêt à travailler avec toi dans le cadre de ta fondation pour aider les petits-enfants au Cameroun et en Afrique. Et il est sincère quand il le dit. Parce que c'est le briefing qu'on lui a donné avant d'aller en conférence de presse. Parce qu'ils savent l'effet que ça va faire, l'impact. Ils savent l'image sur le plan international qu'on va voir si on voit Anthony Joshua au Cameroun dans le cadre de la fondation Ngannou. Ils savent ce que ça va faire. Anthony Joshua qui se bat contre toi. Tu sais combien de charité il aide en Angleterre? Puisque c'est un garçon, je vais vous raconter l'histoire d'Anthony Joshua. Je vais vous raconter son histoire. Et c'est pour ça que je ne parlais pas de ce combat avant, parce que mon cœur était déchiré. Anthony Joshua, c'est un garçon que je suis depuis qu'il a l'âge de peut-être 20 ans. C'est un garçon que je suis. Je vous raconte l'histoire d'Anthony Joshua. Parce que les Camerounais le découvrent. Mais Anthony Joshua, c'est un garçon qui est adoré en Angleterre. Adoré par les classes sociales pauvres. Pourquoi? Il a une histoire similaire à celle de Francis Ngannou. Anthony Joshua est né dans une famille monoparentale. Sa mère est seule. C'est une femme nigériane. Elle vit, c'est une maman seule. C'est une mère seule, dans une famille monoparentale. Anthony Joshua grandit dans les quartiers sociaux, donc ce que vous appelez les HLM en France, là. Chez nous, on appelle ça social housing. Il grandit dans les quartiers sociaux. Watford, c'est une petite ville. Anthony Joshua, sa mère fait des petits boulots et tout pour l'élever. Elle fait des petits boulots. C'est une petite Nigériane qui est arrivée, une immigrée, qui travaille comme ça. Elle fait un garçon. Et vous savez, dans les quartiers sociaux, c'est là où il y a tout ce qui est mauvais. Il y a la drogue, il y a ceci. Anthony Joshua, quand il devient un adolescent, il commence à déranger sa mère. Comme tous les garçons qui sont élevés par leur maman seuls. Parce que dans l'éducation d'un garçon, il faut un homme. Dans l'éducation d'un garçon, à un certain âge, il faut l'influence d'un homme. Anthony Joshua n'a pas eu un père. Son père n'était pas là. Donc, il s'est mis à déranger sa maman. Il est entré dans les gangs du quartier, les affaires des quartiers. On l'a arrêté. Il a fait 6 mois de prison. Parce il marchait avec les mauvais garçons en Angleterre. Il avait fait 6 mois en prison. C'est au sorti de là qu'il décide que non, sa vie ne va pas être ça. Il va entrer dans un club de boxe. Il commence à s'entraîner. Il commence à s'entraîner. Un entraîneur le remarque et le prend sous son aile. Parce qu'il était très puissant, très fort. Petit Nigérian, très fort. Anthony Joshua, c'est un garçon. Sa mère l'a élevé à l'africaine. Il est soumis à sa maman. Obéissant. Poli. Gentil. Je vous dis qu'il m'appelle Auntie. C'est vrai que tous les enfants africains appellent Auntie, mais quand il m'appelait Auntie, ça m'a tellement touché le cœur, je vous jure. C'était tellement mignon. Il me dit, Auntie, you okay, you right. Il est tellement doux, ce garçon. Il est d'une douceur. En dehors du ring de boxe, hein, c'est un ange. Il est mignon, il est beau, il est à croquer. Que si ma fille était déjà un peu grande, j'allais dire que pardon, Marie, ma fille.
Donc, Anthony Joshua était élevé à la dure. Sa maman ne lui faisait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu des problèmes avec les femmes. Parce que, vous savez, quand un garçon est très doux, il est très, très doux. Il est très doux, ce garçon. Donc, quand un garçon est très doux, les femmes essaient de profiter de lui. Les femmes essaient de l'exploiter, quoi. Donc, il est toujours tombé sur des filles qui voulaient l'exploiter parce qu'il était très amoureux, il est très doux. Il est très doux avec les femmes. Très, très doux. Mais c'est là où sa maman a joué un rôle important. Parce que sa mère, il a toujours dit qu'une femme que sa mère n'apprécie pas, il ne peut pas épouser. Pour que le gars là prenne une femme, il faut que sa mère soit d'accord. Parce qu'il dit, ma mère a souffert pour moi. Sans ma mère, je ne serais pas là où je suis. Il a un petit garçon, il a un enfant. Il a fait un enfant avec une fille là. Et c'est quand il avait fait l'enfant là qu'il est sorti de sa maison. Même quand il avait l'argent, hein, il était déjà champion du monde. Il vivait dans l'appartement de sa maman. Il était champion du monde, il vivait dans l'appartement de sa maman. Les week-ends, il partait faire du bénévolat, aider les personnes âgées dans les clubs sociaux. Vous imaginez ça? Un multimilliardaire qui fait les travaux sociaux au quartier. Nganou, à peine il a gagné Fury, la folie des grandeurs est montée sur sa tête. La folie des grandeurs est montée, c'est ça qui l'a fait perdre. Parce qu'il n'est pas resté concentré. Et Anthony Joshua lui a dit, ne laisse pas le succès te monter à la tête. Et ne laisse pas la célébrité entrer dans ton cœur. Et je pense que ça, c'est quelque chose que sa mère lui répète toujours. Parce qu'il récitait ça à la conférence de presse. Il disait, don't let success get to your head and fame get to your heart. Et j'espère que Nganou a compris ça. Nganou, tu es un garçon humble. Tu es un garçon qu'on a vu au quartier manger les beignets haricots, manger le pilet de pommes. Reste comme tu es, ne change que l'argent et la gloire ne te changent pas. Ne crois pas que parce que tu roules avec les Cristiano Ronaldo dans les Lamborghini en Arabie, tu peux aller en conférence de presse et insulter les gens. Non, reste le garçon humble que tu as toujours été. Respecte ton adversaire. Parle avec respect. Comporte-toi avec respect. Écoute le peuple qui te soutient. Mais surtout, porte les souffrances de ce peuple afin que ce peuple te porte au firmament. Je répète, porte les souffrances de ce peuple afin que ce peuple te porte. Parce que c'est le peuple qui va te porter. Hein. Au niveau où tu es là, ce n'est plus ta force seule. Au niveau où tu es là, c'est l'énergie que le peuple te donne qui t'aide à t'élever. Parce que quand j'ai vu Anthony Joshua, quand la reine chantait, oh Anthony Joshua, oh Anthony. Mais attends, il n'avait pas droit à l'erreur. Quand il entend toute une arène de 30 000 personnes chanter son nom, ça lui donne de la niaque. Et cette niaque t'a manqué parce que tu y es allé seul. J'ai lu la solitude dans tes yeux. Fiston, je suis infirmière. Dans mon travail, j'étudie le physique et l'attitude de l'être humain. Dans mon travail, j'ai une déformation professionnelle. Je ne regarde plus un être humain simplement. Quand je regarde un être humain, je le regarde en tant qu'infirmière pratiquante. Je cherche les anomalies physiques et mentales. C'est-à-dire, quand je regarde quelqu'un, je sais si tu as bu, si tu es sous, si tu as pris des drogues, je le sais. Même si ton discours est cohérent, ton regard n'est pas le même. Tu n'es pas lucide. Ta façon de marcher n'est pas la même. C'est pour ça que dans les tests d'alcoolémie au bord de la route, les policiers te demandent souvent de marcher. Parce que quand tu as bu, même si ton discours est cohérent, ta façon de marcher sera différente. Ça, c'est des choses qu'on nous apprend dans mon métier. Donc, quand je regarde l'être humain, je sais déjà détecter son état d'esprit. Je sais déjà détecter les anomalies même. Je peux détecter la maladie sur quelqu'un rien qu'en le regardant. Je dis, moi, Sandy, je peux détecter la maladie sur quelqu'un rien qu'en le regardant. Il y a des signes sur les doigts qui montrent la maladie, les maladies cardiaques. Il y a des signes sur les yeux, les santolés, les amas de graisse autour des yeux qui démontrent les maladies cardiaques. Il y a des signes physiques qui démontrent les maladies hépatiques. Il y a des signes qui démontrent, quand je regarde un être humain, je vois, même la couleur de ta peau est un signe de santé ou de maladie. Donc quand je t'ai regardé, fiston, dans cette arène, ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi. Pourquoi? Parce que tu t'es peut-être préparé physiquement. Tu as fait les entraînements physiques.
Mais tu n'as pas préparé le mental. Tu n'étais pas prêt mentalement. Maintenant, les gens sont libres de dire, oh, il s'est couché. Maman, on se couche le genre là. Il pouvait même, si c'était même pour prendre l'argent, maman, rien que pour sa réputation, il allait s'arranger avec Anthony Joshua et dire que je ne veux pas gâcher ma réputation parce que je veux des contrats dans le cinéma, je veux des contrats dans la mode, je veux des contrats dans la publicité. Faisons même genre, on fait semblant de se donner les coups de poing sur 10 rounds et tu gagnes au point. Ça, j'aurais dit que c'est un arrangement. Mais le genre qu'on a touché mon enfant, le genre qu'il est tombé, il était assis, il était à quatre pattes, les yeux tournés. Vous dites qu'il fait semblant? On fait semblant sur ça? Le gars était à quatre pattes, les yeux tournaient comme ça là. Il était couché. Mais c'est l'équipe médicale qui est venue enlever Ngannou sur le ring. J'ai cru qu'il allait mourir. Et après le combat, il est allé à l'hôpital. C'est pour ça que vous n'avez pas de photo de lui. Après, il est parti à l'hôpital. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Il a encaissé un coup de poing de plus de 900 kilos en plein visage. Au moins 3 fois. Vous parlez de quoi? Nous-mêmes ici au quartier, dans les petits bagarres de quartier, quand quelqu'un te gifle sur les yeux comme ça, là, tu vois les étoiles. Imagine alors qu'un boxeur professionnel te dose comme ça, un zang, en plein visage. Même si tu es King Kong. Même si tu es King Kong. Ton cerveau secoue. Vous pensez que c'est pour rien que... Vous pensez que c'est pour rien que les boxeurs finissent toujours avec l'Alzheimer. Regardez Mohamed Ali, comment il est fini. Le cerveau, on va parler physiologie, puisque vous semblez ne pas comprendre. Le cerveau est dans une boîte crânienne. Et dans la boîte crânienne, il y a un peu d'espace pour le liquide qui fait fonctionner le cerveau. Donc, quand le cerveau subit un choc, il est secoué dans la boîte crânienne. Il est secoué. Et si le cerveau est secoué, quand on vous dit que c'est le cerveau qui commande le reste de votre corps, si le cerveau est secoué, le corps ne peut pas fonctionner. Je dis même les yeux d'abord, tu ne vois pas. Tu ne peux pas te mettre debout parce que ton cerveau est en train de se secouer dans la boîte crânienne. Et vous avez des chocs, ce qu'on appelle le choc. C'est pour ça que quand quelqu'un fait un accident, on l'amène d'abord à l'IRM pour vérifier s'il n'a pas eu un choc dans son cerveau, un saignement. Et c'est pour ça qu'on a mené Ngannou à l'hôpital pour vérifier qu'il ne saignait pas du cerveau. Ce n'est pas de la rigolade. Quelqu'un fait une hémorragie crânienne, il meurt facilement. Je dis, si le coup de poing, là, les 3 coups de poing qu'il a reçus, là, s'il fait une hémorragie crânienne, c'est en réanimation directe. Hein. Ce n'est pas l'amusement, c'est en réa directement. Et les gens sont assis, il est tombé pour 12 milliards. Il est tombé pour 15 milliards. On tombe le genre là. Le gars là l'a dosé. J'étais là, j'ai vu ça de mes yeux. Si on ne m'arrêtait pas, je courais pour aller entrer dans le ring là. Il a fallu que 4 hommes, je criais comme je criais. 4 hommes m'ont arrêté, je criais. C'était affreux, c'était effroyable à regarder. C'était effroyable ce que ce garçon a subi. Et au-delà des conséquences physiques, comme c'était dit qu'il a eu 12 milliards, son but dans sa vie n'était pas d'avoir 12 milliards et arrêter la carrière. Cette image de lui au sol et la façon dont il est tombé risque d'affecter le reste de sa carrière. Et il doit travailler pour revenir au top. C'est de ça qu'il est question. Et je sais que même mentalement, en ce moment, il n'est pas lui-même. Lui-même, il n'arrive pas à réaliser ce qui lui est arrivé. Parce qu'on l'a eu. Les gens de la boxe l'ont eu. On l'a eu. On l'a utilisé, on l'a humilié. Vous pensez que dans ce monde de la boxe, là, il va accepter qu'un petit Africain de rien du tout. Anthony Joshua encore l'accepte parce qu'il vient en Angleterre. Qu'un Africain de rien du tout vienne renverser le monde de la boxe. Je dis qu'on l'a eu. On l'a eu. Même la nourriture qu'il est venu depuis qu'il est assis à Riyad, il est assis depuis des semaines. Vous pensez que la nourriture qu'il mange là, on n'a même pas mis les choses dedans. Quand j'ai regardé le gars là, je ne l'ai pas reconnu. J'ai regardé un gars, nous, son regard était hagard. Il n'était pas lui-même. En général, quand on va même dans les compétitions comme ça, là, la dernière fois quand il était venu, il est venu peut-être 2 jours avant le combat. Et il a combattu, il est parti. Quand tu viens comme ça, tu viens avec ta propre nourriture, ton eau. Imaginez quand les lions étaient partis, je crois que c'était au Mali. C'était au Mali. Rigobert, en capitaine, avait dit qu'on ne mange pas la nourriture dans cet hôtel. Parce que ce qu'ils avaient déjà vu là-bas,
On avait arrêté Thomas Nkono, soi-disant que Thomas Nkono est venu faire les fétiches au terrain. Donc, tout le monde voulait la défaite du Cameroun. Rigobert Song en tant que... C'est pour ça que moi, je continue à aimer Rigobert Song en tant que capitaine. Il avait pris là, il est arrivé à l'hôtel, il a dit que eux, les lions ne mangent pas de cette nourriture. Il a envoyé le message à la présidence de la République que eux, ils ne mangent pas de la nourriture là-bas. Et la nourriture que les lions mangeaient, je dis jusqu'aux bouteilles d'eau. On envoyait les bouteilles Tanguy, ça venait du Cameroun. Ça venait parce qu'on ne sait, tu ne sais pas ce qu'on va te mettre dans l'eau, ni dans la nourriture. Tu ne sais pas. C'est beaucoup d'argent qui est en jeu. C'est énormément. Et je pense que Francis a été très naïf. Et les gens autour de lui ont été très naïfs aussi. Vous pensez que vous allez renverser un monde établi de la boxe comme ça? Ben, ils vont vous faire ça dur. Ils ne regrettent. Les Saoudiens, hein, ils sont cyniques. Hein, eux, c'est leur argent. Hein, c'est leur argent. Moi, si j'avais été autour de lui, j'allais lui dire, fiston, tu as déjà assez d'argent. Un, ne pas même pas là-bas tôt. Et si tu vas tôt, peut-être parce que c'est le contrat qui a demandé, arrange-toi à ce que tu viennes avec ta nourriture. Tu viens avec ta nourriture, tu viens avec ton eau. Tout. Tu ne manges rien de ce qu'on te donne là-bas. Tu n'habites même pas là où on t'a demandé d'habiter. Et c'est ce que Joshua a fait. Joshua a refusé d'habiter dans la maison qu'on lui a donnée. Il n'est pas allé là-bas. Parce qu'il connaît. Parce qu'il est expérimenté. Parce qu'il est expérimenté. Et je pense que ce qui s'était passé la dernière fois au combat de Fury, c'était un scénario que les Qataris et le monde de la boxe n'avaient pas préparé. Ils étaient sûrs et convaincus que Fury va gagner, va humilier Ngannou. Mais ce qui s'est passé, parce que Ngannou ne connaissait pas le deal, il ne savait pas que Ngannou lui venait pour se faire une place dans le monde de la boxe. Donc il s'est battu avec ses tripes. Et il a un peu bousculé l'établissement de la boxe. Et il le disait dans ses interviews, qu'il a bousculé l'établissement de la boxe. Mais ces gars-là, ils se sont vengés. Ils se sont vengés. Et Ngannou devait donc venir, sachant qu'il les avait déjà upset la première fois. Il les avait un peu énervés en ne suivant pas le scénario qui était établi. Il aurait dû se préparer physiquement, mais aussi beaucoup plus mentalement et stratégiquement. Il devait venir étant prêt en se disant que je viens en milieu hostile. Ces gens ne veulent pas de moi dans ce milieu. Je vais jouer le jeu, je vais faire comme si je vais jouer le jeu, mais arrivé sur le ring de boxe, je sors ma carte. On a eu ce garçon à plusieurs niveaux. Et je suis sûre, il est encore couché, il récupère. Je suis sûre que ça tourne dans sa tête, ça tourne. Mais ça ne tourne pas bien. C'est pour ça que j'ai tenu à lui apporter mon soutien et à lui dire que dorénavant, il doit être très, très prudent sur ce qu'il fait, comment il le fait, où il le fait, avec qui il le fait. Il doit être très, très, très prudent. S'il veut vraiment que le monde entier se rappelle de lui, parce qu'il a déjà établi un nom, on parle de lui dans le monde entier, mais l'héritage qu'il voudrait laisser au monde entier, que quand on parle de lui, qu'on se rappelle de ce qu'il avait fait. Comme quand on parle de Mike Tyson, on se rappelle de ses combats. L'héritage qu'il veut laisser au monde entier. Pour que quand on se rappelle de quand on dit que oui, Ngannou c'était un gars qui avait Boza seul, son histoire est très émouvante, on peut faire un film avec, il est arrivé dans le monde de la boxe, il a fait si. S'il veut vraiment laisser une belle image, parce qu'il a 37 ans, ne soyons pas naïfs, il n'a plus longtemps dans le monde du sport de haut niveau. Il n'a plus longtemps dans le monde du sport de haut niveau. Il a 37 ans. Donc s'il veut laisser un héritage qui va faire parler de lui dans les générations à venir, que dans les écoles de boxe en Europe, les écoles de boxe aux États-Unis, qui est son image, sa photo, qui est son record, qui est ce qu'il avait fait, il faudra qu'il fasse très, très, très attention dorénavant. Sinon, vite oublié, hein, autant tu arrives au sommet, autant tu descends et on t'oublie. Vite oublié. Vite, très vite oublié. Très, très vite oublié. Et tout ton combat aurait été inutile si tu t'es battu jusqu'à arriver à ce niveau pour chuter de cette façon et être oublié. Je ne te le souhaite pas. Je ne te le souhaite pas en tant qu'individu. Je ne le souhaite pas aussi en tant que réputation pour le Cameroun. Parce que ce n'est plus de ta réputation seule. On parlera d'un Camerounais, d'un Africain. Et j'espère que tu es conscient de ça. Donc, fiston, repose-toi, récupère.
Mais surtout, entoure-toi de bonnes personnes qui peuvent te dire la vérité, qui peuvent te critiquer de façon positive, qui peuvent t'orienter, te guider. Entoure-toi de personnes qui peuvent vraiment t'orienter. Pour le moment, tu ne les as pas. Je suis désolée, tu ne les as pas. Et même au niveau du Cameroun, revois tes positions. Ne t'affiche plus. Et je pense que tu l'as compris, c'est pour ça que je te soutiens. Parce que dans l'affaire de la CAN, tu ne t'es pas mêlé. Il a fallu que les gens fassent des lives partout pour dire que oh, Nganou ne parle pas de la CAN. Je pense que tu avais compris l'impact négatif que ces gens avaient sur toi. Tu as pris de la distance. Même si tu ne parles pas, nous on observe. Et depuis la CAN, on ne voit plus certaines personnes à côté de toi parce que tu as compris l'impact négatif que ces gens avaient autour de toi. Je répète, hein, depuis là, on ne voit plus ces gens autour de toi. Et toi-même, tu sais que si on voit ces gens autour de toi, c'est que ça va te coûter. Ce que ça va te coûter. On a besoin du peuple. Toujours. Lorsqu'on se bat déjà, lorsqu'on est un ambassadeur d'un pays, et tu es un ambassadeur du Cameroun dans le monde de la boxe, tu es un brillant ambassadeur du Cameroun. On parle du Cameroun, j'ai été en Arabie. Je dis, on parle, quand je dis, where are you from? Tout le monde te demande, where are you from? Dès qu'il dit Cameroun, ah, Francis Ngannou, oh Nana, voilà les deux stars du pays en ce moment, à l'international. Partout où je suis passé, dès qu'on me dit, aïe, le maillot d'Onana que je portais, mais les gens allaient mourir. Les gens couraient vers moi, Onana. Voilà nos deux ambassadeurs en ce moment, Francis Ngannou et Onana. Donc, quand tu portes déjà l'effigie du pays à l'international, sache que ce n'est plus ta réputation, ton image, c'est la réputation de ce pays, l'image de ce pays et surtout l'héritage que tu vas laisser pour la postérité. Donc, fiston, récupère. Je te soutiens à 300%, tu le sais. Jusqu'au jour où tu vas demander de soutenir Paul Biya. Et le jour là, tu vas voir l'amèreté des armes que je vais sortir sur toi. Donc, je te soutiens à fond, même contre la vie des gens qui me soutiennent. Je te soutiens à fond parce que tu n'as pas encore franchi le cap. Mais le jour où tu franchiras le cap, nous même le petit capital sympathie que le monde entier, parce qu'au Cameroun, tu as perdu ce capital sympathie. Mais dans le monde, les gens ont encore le capital sympathie pour toi parce qu'on retient ton histoire, quoi. Mais le petit capital sympathie qu'on aura dans le monde pour toi va partir. Parce que tu connais comment nous on fonctionne. On va le dire, les Européens sont très sensibles à l'injustice, hein, ça je vais te dire. Les gens dans le monde entier sont très sensibles à l'injustice. Tu as vu l'équipe nationale anglaise arriver à la Coupe du Monde qui a mis le genou par terre pour réclamer les droits des employés qui mouraient dans les chantiers de la Coupe du Monde. Les Européens sont très sensibles à l'injustice. Donc, le capital sympathique qu'on a avec toi, c'est parce qu'on connaît ton histoire, c'est que tu es victime justement d'injustice de ton pays qui t'a poussé à partir. Mais tu vas perdre ce capital sympathie le jour où le monde entier saura que tu es retourné soutenir le bourreau qui t'a fait traverser la mer 3 fois et emprisonné. Parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'on n'en parle pas encore. Mais le jour où tu franchis le cap, sache donc que c'est l'image là que, quand on parlera de toi, on dira que the fighter who came from Cameroon, he left Cameroon because of poverty, he went to prison, but he returned to support the same dictator that sent him abroad. The same dictator for who he nearly lost his life. The same dictator. Imagine un peu ça. Essaye de comprendre ce qu'on appelle la communication. Fiston. Essaye de comprendre ce qu'on appelle la communication. Il suffit qu'on lance un slogan sur toi, ça devient viral, ça prend le monde entier. Et ça te colle à la peau. Ça te colle à la peau. Comme là maintenant, on dit que tu es le fils de maman et papa, alors que toi, tu n'as jamais dit maman, tu n'as jamais dit papa. Tu t'es retrouvé au mauvais moment avec les mauvaises personnes, mais on t'a collé ça à la peau. Et là, c'est encore, parce qu'on te soutient encore, c'est pas encore viral. Imagine donc que si le peuple se lève et décide de réclamer sa liberté, et que ce peuple-là fait savoir au monde entier que toi, tu soutiens
ceux qui les tuent, qui les écrasent, l'image que tu auras autour du monde, comment elle sera écornée. Et tu sais que tu es noir dans ce monde-là, là où tu es, le monde d'en haut à haut, de la boxe là. Quand il y a quelque chose qui salit un noir, il n'hésite jamais à l'utiliser. Quand il y a quelque chose pour descendre un noir, il n'hésite jamais à l'utiliser. Les stars mondiales noires ont toujours été victimes des campagnes contre eux. Tiger Woods, violeur. Comment il s'appelle? Ah, Kelly, violeur. Même Mike Tyson, qui était ton coach, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? La femme l'a ruiné jusqu'à il n'avait plus rien. On a collé une femme derrière lui, ruiné. Donc, fais très, très attention, fiston. Tu t'es très bien débrouillé pour arriver là où tu es et nous t'en félicitons. Nous t'admirons pour ça. Le monde entier t'admire. Mais sache qu'au moment où tu atteins le sommet, le game change. Le game change. Et c'est là où les gens t'interpellent parce que toi, étant arrivé là où tu es, en prenant cause et effet pour le bas peuple, tu deviendrais encore plus un héros. Comme tu l'as fait aux États-Unis en rompant un contrat que personne n'avait jamais rompu. Tout le monde a dit que tu étais très courageux. Tout le monde a dit que, mais, il sort d'où ce garçon? Et c'est pour ça que les gens te respectent. Parce qu'on a vu quelqu'un qui a fait un statement. Fais la même chose à une échelle plus grande, c'est-à-dire pour ton peuple. Crois-moi, le respect vaut mieux que l'argent. Le respect avec lequel les gens vont te regarder vaut mieux que l'argent. Les P-Square ont marché dans la rue gazés par la police pour soutenir leur peuple. Et tu sais comment P-Square est riche. Tu connais comment ils sont riches. Ils étaient dans la rue, t-shirt, ils ont enlevé les t-shirts, ils étaient dans la rue pour soutenir leur peuple. Et ils ont fini par avoir gain de cause. La police nigériane a reculé. Ne tue plus, n'arrête plus les gens n'importe comment. Et ça reste ancré dans l'histoire. Quand on va parler de P-Square, on va dire, il s'était levé quand son peuple l'avait appelé. N'oublie jamais ça, fiston. On ne te demande pas de militer pour un parti. On ne te demande pas de parler d'un leader politique. On ne te demande rien de tout ça. Tout ce qu'on te demande, c'est d'écouter la clameur qui vient d'en bas. Écoute la clameur qui vient d'en bas. Tu es au Cameroun, tu connais le degré de souffrance. Tu es au Cameroun, tu connais combien de personnes t'écrivent pour te demander un peu d'argent, pour te demander le dépannage, pour te demander si. Je sais, parce que même moi-même à mon petit niveau, je reçois des centaines de messages des Camerounais qui me demandent de l'aide. À mon tout petit niveau, je suis petite infirmière de rien du tout. Chacun croit qu'il est le seul. Mais personne ne réalise que chaque jour, il y a au moins 150 personnes qui demandent de l'aide à Sandy. Au début, tu peux commencer à aider, mais tu ne peux pas. Toi seul, tu ne peux pas résoudre tous les problèmes d'un peuple. Financièrement, tu ne peux pas. Eto croyait qu'il pouvait. Lui aussi donner financièrement. Il n'avait pas compris que ce n'est pas de l'argent que le peuple a besoin. Le peuple a besoin qu'on le libère de ce qui l'empêche justement de s'épanouir. Donc, si tu donnes de l'argent à quelques personnes, c'est bien, c'est très bien. Mais ça n'aide pas le peuple en général. Et tu ne vas pas le faire éternellement. Tu ne peux pas. Pour aider ces gens à ne plus venir vers toi te poser des problèmes, amène-les à être indépendants, amène-les à avoir une ambiance, une atmosphère, un environnement où ils peuvent vivre par eux-mêmes. Rends les gens heureux autour de toi et tu seras heureux. Donc, fiston, c'était ça ce que je voulais te dire ce matin. Sache que je te soutiens contre vents et marées. J'ai le dos large, je prends les coups. Je prends les coups, j'ai le dos large. Et j'accepte de prendre ces coups. Mais je prends les coups parce que je sais que tu n'as pas encore dérapé. Et je te préviens contre le dérapage. Le jour où tu dérapes, comme je sais que c'est sur moi qu'on va d'abord tirer, le jour où tu dérapes, sache que c'est moi qui serai la première à sortir le bazooka sur toi. Le jour où tu tentes de faire l'erreur. Tu es prévenu. Sache que tu es seul dans ces gens d'en haut là. Ils ne te calculent pas. Ils ne t'aiment pas. Ils t'exploitent et ils vont le faire à chaque opportunité. Donc, sois sage, fiston. Sois très, très sage. Donc, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Je pense que j'ai un rendez-vous d'affaires tout à l'heure. Il faut que je sorte. Et puis, et j'allais oublier.
Euh, je vais parler de ça quand je rentre. Je vais faire tout un live. D'ailleurs, 2 lives même. Le premier, pour vous rappeler que l'épouse de papa Biloa Efa sera enterrée le week-end prochain. Je vous en supplie, mobilisons-nous autour de notre papa. Je reprends. La reine-mère Biloa sera enterrée le week-end prochain. Il faudrait que nous nous mobilisions et que notre papa ressente la chaleur. Ceux qui sont au Cameroun, qu'ils aillent lui apporter leur chaleur. Ceux qui sont en diaspora, qui contactent les gens au Cameroun pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent lui faire ressentir cette chaleur combattante. Deuxième chose que j'allais vous rappeler aussi, c'était pour les mamans de Mokolo. Nous allons vraiment nous mobiliser pour offrir même un petit forage. Ne serait-ce qu'un tout petit forage. Parce que c'est bien de critiquer. Nous avons critiqué les chapeaux bonbons de Chantal Biya. D'ailleurs, vous avez vu, elle préfère donner de l'argent à Katino que d'offrir un forage à Mokolo. Nous avons déjà critiqué. Mais au-delà de la critique, parce que nous ne sommes plus dans la critique stérile, au-delà de la critique, il nous faut réaliser des choses pour dire que nous ne disons pas seulement les choses en l'air, nous les pensons et nous les faisons. Donc, je compte vraiment sur vous quand je rentre pour que nous mettions ce projet en marche et que nous le menions à bon port. Nous allons mettre notre énergie là-dessus et on va se concentrer pour offrir de l'eau à une communauté à l'extrême nord. S'il vous plaît. Vraiment, je vous en supplie. Je me mets même à genoux devant vous pour vous supplier pour ça. Je me mets à genoux devant vous pour vous supplier. Offrons de l'eau aux mamans de Mokolo. Donc, quand je vais rentrer, on va parler de ça. Je vais vous présenter l'équipe qui est mise sur pied au Cameroun et avec laquelle nous allons travailler pour ce projet. Donc, merci. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live et bon dimanche à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.